Bienvenue, on est le 14 avril 2026 et les 48 dernières heures ont été parmi les plus denses géopolitiquement parlant depuis le début de cette année déjà chaotique. Trois événements majeurs se sont produits en moins de 2 jours et ils sont tous liés entre eux d'une manière que peu de médias ont encore pris le temps d'expliquer clairement. Alors c'est ce qu'on va faire ici, maintenant. Premier événement. Dimanche 12 avril au soir, après plus de 20 heures de négociations qui s'effondrent à Islamabad au Pakistan, Donald Trump appuie sur un bouton que personne n'a vu venir. Il annonce un blocus naval américain du détroit d'Ormuz, effectif dès le lendemain lundi à 16 h GMT. La marine américaine, la plus puissante du monde, va intercepter tous les navires qui entrent ou sortent des ports iraniens. C'est une déclaration de guerre économique totale, et ça touche directement le pétrole de la moitié de la planète. Deuxième événement. Dimanche 12 avril. Toujours, de l'autre côté du monde, à Budapest en Hongrie, un homme que les experts considéraient comme le dirigeant le plus difficile à déloger d'Europe depuis des années tombe. Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, reconnaît sa défaite électorale face au conservateur pro-européen Péter Magyar. Une participation record de 69,5% des électeurs. Une supermajorité des 2 tiers au Parlement pour le vainqueur. Moscou est en état de choc. Bruxelles en état d'euphorie. Et l'équilibre géopolitique européen change en une nuit. Troisième événement. Lundi 13 avril, le blocus américain entre en vigueur. Et là, quelque chose de fascinant se produit. Des navires chinois défient ouvertement le blocus américain. La Chine déclare le blocus dangereux et irresponsable. 4 navires d'eau franchissent le détroit malgré la marine américaine. Parmi eux, le pétrolier chinois Rich Starry, déjà sous sanctions américaines, passe comme si Trump n'avait rien dit. C'est un bras de fer naval, en direct, entre les deux plus grandes puissances militaires du monde. 3 événements, 3 théâtres géographiques différents, le Golfe Persique, l'Europe centrale, l'Asie-Pacifique. Mais une seule logique d'ensemble. Le monde unipolaire dominé par les États-Unis est en train de se fissurer sous nos yeux. Et dans les prochaines 30 minutes, on va tout décrypter, avec les chiffres réels, avec les conséquences concrètes, et surtout avec la réponse à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est en train de glisser vers quelque chose de vraiment dangereux ? Revenons sur le blocus d'Ormuz, parce que c'est l'événement le plus lourd de conséquences des 48 dernières heures, et il y a beaucoup de choses que les médias grand public n'ont pas eu le temps d'expliquer correctement. Tout commence samedi 11 avril à Islamabad. Le vice-président américain J.D. Vance est en face de la délégation iranienne. C'est historique. Ce sont les premiers pourparlers directs entre Washington et Téhéran depuis 1979, soit 47 ans. Pendant plus de 20 heures, les deux camps discutent, et selon les deux parties, les discussions se passent relativement bien sur la majorité des points. Un accord semble possible. Et puis, ça coince. Sur quoi exactement ? Sur le nucléaire iranien. Téhéran refuse catégoriquement de renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium. Washington dit que c'est non négociable. Vance rentre aux États-Unis sans accord. À ce moment-là, Trump a le choix. Il peut laisser le cessez-le-feu fragile tenir encore quelques jours. Il peut relancer des négociations. Ou il peut faire ce qu'il fait toujours quand il estime qu'on lui résiste. Frapper plus fort. Il choisit la troisième option. Dans la nuit du 12 au 13 avril, Trump publie un message sur Truth Social. À compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de blocage de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Le lendemain lundi à 16 h GMT, le CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, met le blocus en œuvre. L'objectif est clairement formulé par Trump lui-même. L'Iran ne peut plus faire de commerce maintenant. On ne peut pas laisser un pays faire du chantage au monde entier. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Avant la guerre, 120 navires traversaient le détroit d'Ormuz chaque jour. Depuis le début du conflit fin février, ce chiffre est tombé à environ 10 par jour. Avec le blocus américain, les États-Unis visent à descendre ce chiffre à 0, du moins pour les navires liés aux ports iraniens. Ils ne ferment pas officiellement tout le détroit. Les navires qui vont vers d'autres destinations, Émirats, Qatar, Oman, peuvent théoriquement passer.
C'est la nuance cruciale que beaucoup ont ratée. Mais dans la pratique, la peur des interceptions militaires suffit à paralyser tout le trafic. Et là, un détail fascinant apparaît. Plusieurs navires, dont des Chinois, des Pakistanais, continuent de passer. Le 13 avril, 4 navires ne franchissent le détroit après l'entrée en vigueur du blocus. Parmi eux, le pétrolier chinois Rich Starry, déjà sous sanctions américaines. La marine américaine ne l'intercepte pas. Pourquoi? Parce que intercepter un pétrolier chinois, c'est déclencher une crise diplomatique avec Pékin. Arraisonner des marins chinois, c'est franchir une ligne rouge que même Trump hésite à franchir. Et c'est là que le Blocus révèle sa vraie nature. C'est autant un signal politique qu'une opération militaire. Trump envoie un message à l'Iran et au monde, mais la réalité opérationnelle est bien plus complexe que la rhétorique. La Chine, qui importe plus de la moitié de son pétrole par voie maritime depuis le Moyen-Orient, a immédiatement qualifié le blocus de dangereux et irresponsable. Plus de 80% des exportations pétrolières iraniennes avant la guerre allaient en Chine. Autrement dit, le blocus américain vise indirectement le pétrole que la Chine achète à l'Iran, ce qui transforme une crise moyen-orientale en confrontation sino-américaine directe. Et côté européen, la France organise une conférence pour rétablir la liberté de navigation. Le Royaume-Uni, pourtant allié traditionnel de Washington, prend ses distances. Le Premier ministre britannique Keir Starmer déclare ouvertement que Londres ne soutient pas le blocus naval américain. C'est un signal fort. L'unité occidentale montre ses fissures. Il y a aussi la question des mines. Les gardiens de la révolution iranienne auraient apposé des mines sous-marines dans le détroit. La marine américaine dit avoir envoyé 2 destroyers pour commencer à poser les conditions d'un déminage. L'Iran dément. Des entreprises de dragage, dont une française, pourraient être sollicitées pour des opérations de déminage par drone sous-marin. On est littéralement en train de jouer avec des explosifs sous l'eau dans l'un des couloirs maritimes les plus stratégiques de la planète. Le résultat économique est immédiat et brutal. Dès la réouverture des marchés lundi, le baril de pétrole remonte au-dessus des $100, en hausse de plus de 8% en une seule séance. Air France et Transavia ont déjà annoncé une hausse de leurs tarifs pour répercuter l'envolée du kérosène. Et 2000 navires, avec à leur bord 20 000 marins, restent bloqués dans le Golfe. Une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale selon les Nations Unies. Pendant que Trump annonce son blocus et que les marchés s'affolent, de l'autre côté du monde, dans une salle des fêtes de Budapest, quelque chose d'historique se produit. Viktor Orban, Premier ministre depuis 2010, 16 ans au pouvoir, chantre de la démocratie illibérale, bête noire de Bruxelles et allié le plus visible de Vladimir Poutine à l'intérieur de l'Union européenne, reconnaît sa défaite électorale. Une défaite douloureuse pour nous, mais claire, ce sont ses mots. Prononcés le dimanche soir, avant même la fin du dépouillement. Parce que les chiffres sont sans appel. Son rival Peter Magyar et son parti TISA obtiennent 53% des voix et 138 sièges sur 199 au Parlement hongrois, une supermajorité des 2/3. Orban et son Fidesz se retrouvent à 55 sièges. C'est un effondrement. Pour mesurer l'ampleur de ce séisme, il faut comprendre qui était Orban et ce qu'il représentait. Cet homme avait transformé la Hongrie en laboratoire de l'autoritarisme européen. En 16 ans, il avait mis la main sur la justice, les médias, les universités, le système électoral. Il avait transformé les règles du jeu pour se rendre quasi impossible à battre. Des circonscriptions redessinées, des lois électorales taillées sur mesure, un contrôle quasi total de l'information dans le pays. Et pourtant, il a perdu. Nettement, clairement. Pourquoi? Pour comprendre, il faut regarder ce qui s'est passé économiquement en Hongrie. Depuis 2022, le pays a connu la pire poussée inflationniste de toute l'Union européenne. L'inflation cumulée dépasse 50% depuis 2020. Les salaires restent parmi les plus bas du bloc européen. Les services publics, hôpitaux, écoles, se sont dégradés visiblement. Et les milliards d'euros que l'Union européenne avait promis à la Hongrie, gelés, bloqués. Parce qu'Orban avait délibérément saccagé l'état de droit pour les avoir, créant un cercle vicieux. Sans argent européen, les infrastructures se dégradent, les gens s'appauvrissent,
La colère monte, et quand un candidat crédible, Magyar, est apparu pour incarner une alternative, la digue a cédé. Il y a aussi le rôle de la campagne de désinformation. Et ici, le tableau est saisissant. Des agents russes, dirigés par Sergueï Kirienko, un haut responsable de l'administration présidentielle russe, ont été impliqués dans la campagne électorale hongroise pour soutenir Orban, selon le média d'investigation V-Square, révélé le 6 mars 2026. Le Fidesz a produit des vidéos générées par intelligence artificielle prétendant montrer que, si Magyar gagnait, les hommes hongrois seraient envoyés de force combattre en Ukraine. Une désinformation à grande échelle, et ça n'a pas suffi. Péter Magyar, 44 ans, ancien membre du Fidesz lui-même, est donc le nouveau visage du pouvoir à Budapest. Il s'est adressé à des dizaines de milliers de partisans réunis dans les rues. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban. Nous avons libéré la Hongrie. Nous avons repris notre patrie. Avant d'annoncer que ses premiers déplacements à l'étranger en tant que Premier ministre l'amèneraient à Varsovie, à Vienne, puis à Bruxelles. Les conséquences géopolitiques sont immédiates et massives. D'abord, le verrou ukrainien saute. Orban bloquait depuis des années 90 milliards d'euros de prêts européens à l'Ukraine, exerçant son droit de veto au Conseil européen. Ce blocage, qui a coûté à Kiev des mois de pénurie d'armement, est désormais terminé. Magyar a indiqué qu'il n'enverrait pas d'armes à l'Ukraine directement, mais qu'il ne bloquerait pas le soutien européen. Une différence fondamentale. Ensuite, la Russie perd son plus fidèle relais au sein de l'Union européenne. Poutine perd un homme qui lui transmettait régulièrement des informations sensibles des conseils européens, selon des fuites documentées. Les médias russes ont d'abord prédit une victoire d'Orban, puis ont parlé de fraude électorale, puis ont minimisé l'événement. Toute la sophistication habituelle de la communication russe en mode panique. Le think tank américain très proche de Trump, J.D. Vance lui-même, avait soutenu Orban. Sa défaite est aussi une défaite symbolique pour le camp national-populiste à l'échelle mondiale. Enfin, et c'est peut-être le signal le plus important pour la Hongrie elle-même, les fonds européens gelés vont pouvoir être débloqués. La Commission européenne avait retenu des dizaines de milliards d'euros en raison du non-respect de l'état de droit. Avec Magyar au pouvoir et sa promesse de réforme judiciaire, ce robinet peut rouvrir, ce qui permettrait enfin à la Hongrie de tenir ses promesses envers ses propres citoyens. La participation record de 78,5% est le vrai message du vote hongrois. Ces électeurs qui se sont déplacés en masse, les jeunes surtout, n'ont pas simplement voté contre Orban. Ils ont voté pour l'idée que leur destin se jouait dans ce bureau de vote, et ils avaient de raison. Revenons maintenant au détroit d'Ormuz, mais cette fois sous l'angle le plus important de tous. Parce que ce qui se passe là-bas en ce moment n'est pas seulement une crise entre les États-Unis et l'Iran, c'est aussi, et peut-être surtout, un test de force entre les États-Unis et la Chine. Voici des faits que tout le monde a commentés, mais que personne n'a encore vraiment décortiqués. Dès l'annonce du blocus, la Chine est montée au créneau. Officiellement, Pékin a qualifié le blocus américain de dangereux et irresponsable. Ce n'est pas une formule diplomatique vide. La Chine importe plus de la moitié de son pétrole depuis le Moyen-Orient et une grande partie de ce pétrole passe par Ormuz. Plus de 80% des exportations pétrolières iraniennes avant la guerre étaient destinées à la Chine. En clair, le blocus américain des ports iraniens vise indirectement à couper le pétrole que la Chine achète à l'Iran. Et là, quelque chose de remarquable se produit. Des pétroliers chinois continuent de traverser le détroit malgré le blocus. Lundi 13 avril, le riche Stary, un pétrolier chinois déjà sous sanctions américaines, franchit le détroit. La marine américaine ne l'intercepte pas. Pourquoi ? Parce que ce serait acte de guerre contre la Chine. A raisonné un navire battant pavillon chinois. C'est une ligne rouge que même Trump n'ose pas franchir. Et Pékin le sait. Et Pékin joue exactement sur ça. C'est ce que les stratèges militaires appellent la stratégie du fait accompli. La Chine ne déclare pas ouvertement qu'elle défie le blocus. Elle envoie ses navires passer. Et elle attend de voir si les Américains vont vraiment les arrêter. Les Américains ne le font pas. Et ainsi, le blocus américain est mis en défaut, sans un seul coup de feu, sans une seule déclaration fracassante. Mais il y a plus. Rappelons que cette semaine,
Selon les informations parues dans la synthèse d'actualité du 6 au 12 avril, Trump avait aussi menacé la Chine de droits de douane à 50% sur ses marchandises si Pékin apportait une aide militaire à l'Iran. Cette double pression, commerciale d'un côté, militaire de l'autre, révèle la vraie nature de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une guerre contre l'Iran, c'est une guerre par procuration pour définir qui contrôle les règles du commerce mondial, qui décide quels navires peuvent passer où, qui a le dernier mot sur les routes énergétiques de la planète. Et cette semaine, on a la réponse. Personne ne le sait encore clairement. Les États-Unis affirment leur droit de bloquer le trafic iranien. La Chine affirme son droit de commercer avec qui elle veut. L'Iran affirme son droit de percevoir un péage sur le détroit. 3 légitimités s'affrontent. Et au milieu, 20 000 marins de toutes nationalités attendent dans des navires immobilisés que quelqu'un tranche. Et Trump ? Il a prévu de se rendre à Pékin les 14 et 15 mai pour rencontrer Xi Jinping. Dans un mois. Cette réunion, dans ce contexte explosif, va être l'une des conversations diplomatiques les plus importantes depuis des décennies. Trump veut vendre du pétrole américain au monde. Xi Jinping veut sécuriser ses approvisionnements énergétiques. L'Iran est le champ de bataille de cette négociation. Hormuz en est le symbole. Et vous êtes en train de payer la facture à la pompe. Maintenant qu'on a décortiqué chaque événement séparément, posons la question la plus importante. Qu'est-ce que tout ça veut dire ensemble ? Parce que ce n'est pas un hasard si ces 3 événements se produisent dans la même fenêtre de 48 heures. Ils sont les symptômes d'une même maladie, ou peut-être d'une même transformation, de l'ordre mondial. Commençons par une observation fondamentale. Les 48 dernières heures ont mis en évidence, de manière cristalline, 4 fractures qui traversent la planète en 2026. La première fracture est celle de l'autorité américaine. Trump peut annoncer un blocus naval. Mais quand des pétroliers chinois passent sans qu'ils puissent les arrêter sans déclencher une crise diplomatique majeure, le blocus révèle ses limites. La puissance militaire américaine est immense, mais elle n'est plus absolue. Elle se heurte à d'autres volontés, d'autres intérêts, d'autres puissances qui ne plient plus automatiquement. C'est peut-être le changement le plus profond depuis 30 ans dans la géopolitique mondiale. La deuxième fracture est celle de l'Europe entre elles-mêmes. La chute d'Orban est une victoire pour l'UE, certes, mais elle révèle aussi à quel point l'Europe reste vulnérable à l'ingérence russe dans ses processus démocratiques, à quel point les divisions entre États membres ont été profondes pendant 16 ans, et à quel point la démocratie, même en Europe, doit se battre pour survivre. Ce n'est pas une victoire acquise, c'est un avertissement. La troisième fracture est celle des règles du commerce mondial. Qui décide de quelles routes maritimes sont ouvertes ou fermées? Qui a le droit d'imposer un péage sur un passage international? Le droit de la mer dit une chose. La puissance militaire dit peut-être autre chose. Et quand ces 2 langages s'affrontent, sans arbitre crédible, on entre dans une zone de turbulence permanente. La 4e fracture est celle de votre quotidien. Parce que tout ça n'est pas abstrait. Toutes ces fractures géopolitiques finissent par atterrir dans votre portefeuille. Le blocus d'Ormuz fait monter le carburant. La hausse du carburant fait monter le prix du transport. Le prix du transport fait monter le prix de tout ce que vous achetez. Les engrais bloqués font monter le prix de votre alimentation. L'hélium bloqué allonge les délais de livraison de vos appareils électroniques. Et la déstabilisation géopolitique globale fait monter les taux d'intérêt. Parce que les investisseurs ont peur. Et quand ils ont peur, ils veulent être mieux rémunérés pour prêter leur argent. Alors maintenant, et je veux prendre le temps de vous donner une vraie analyse ici, est-ce qu'on glisse vers quelque chose de vraiment dangereux? La réponse honnête est oui, les risques existent. Mais non, l'escalade totale n'est pas inévitable. Voici pourquoi. D'un côté, les signaux d'alarme sont réels. Un blocus naval qui défie les navires chinois sans les arrêter, c'est un équilibre instable. L'Iran, qui déclare avoir entièrement sous contrôle le détroit et menace d'un tourbillon mortel, c'est une escalade rhétorique dangereuse. Des mines sous-marines dans un passage maritime vital, c'est une menace physique concrète pour des milliers de marins. Et une Europe qui regarde, divisée, sans vraiment de capacité à agir militairement, c'est un vide de puissance qui rend la situation encore moins prévisible.
De l'autre côté, les freins à l'escalade sont aussi réels. La Chine ne veut pas d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Une telle guerre déstabiliserait ses approvisionnements énergétiques encore plus. L'Iran, dont 90% des capacités militaires ont été frappées selon le Pentagone, n'a pas les moyens d'une guerre totale prolongée. Et Trump, qui pense à ses sondages et au midterm de novembre 2026, ne veut pas une guerre qui ferait exploser les prix à la pompe aux États-Unis. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce que les diplomates appellent un jeu de chicken, comme deux voitures qui foncent l'une vers l'autre, en attendant que l'autre dévie en premier. C'est dangereux, mais ce n'est pas une fin inévitable. La réunion Trump-Xi à Pékin les 14 et 15 mai sera peut-être le moment où les deux plus grandes puissances du monde décident ensemble de choisir la rampe de sortie. Ou pas. Ce que vous pouvez faire, vous, concrètement, deux choses. La première, comprendre. Parce que comprendre ce monde qui change à toute vitesse, c'est refuser d'être manipulé par des informations partielles, des narratifs simplistes, des émotions sans contexte. La deuxième, regardez les prochaines 48 heures. Parce qu'en géopolitique 2026, une semaine peut changer l'équilibre du monde. Et la prochaine semaine sera au moins aussi dense que celle qu'on vient de vivre. On se retrouve ici dès qu'il y a quelque chose d'important à décrypter. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.